Alors, maintenant, nous allons arriver à la partie, vous êtes venus que pour ça, le numérique, le site du SNOF, et on a rattrapé l'heure presque. Alors, je vais appeler notre ami le docteur Olivier Vavreille de la commission informatique du SNOF et M. Jean-Urbain Hubot, directeur général France de Doctolib, qui vont agir de concert, je présume. Voilà, ils vont se répartir. Alors, bonjour à tous. Donc, trois petites thématiques qui vont être abordées aujourd'hui. Le nouveau site du SNOF, je pense que vous avez tous pu faire un tour dessus. L'ordonnance numérique, on fera un point puisque j'ai pu contacter l'ensemble des éditeurs. À savoir que sur l'ordonnance numérique, c'est vraiment un long fleuve tranquille. C'est une expérience qui a débuté en 2018 et qui évolue très très bien puisque 7 ans après, on n'a absolument pas avancé. Et on fera juste après le point de vue des éditeurs qui sont confrontés aux exigences de l'État et on verra que c'est, comme la politique actuellement, c'est très stable. Alors la refonte du site du SNOF, au départ on avait un site qui était assez ancien, qui datait de 15 ans, qui n'avait pas trop évolué. On avait l'annuaire qui dépendant en fait d'une autre société qui est OPH Communication et qui donc était responsable de l'hébergement et de son maintien. Et on avait un système qui permettait de gérer l'ensemble des adhérents qui repose sur une solution propriétaire qui est uniquement sur les ordinateurs, on va dire, de Strasbourg. Donc on a l'impératif d'avoir une communication et une interaction entre ces différents outils. Et on avait un petit souci, c'est que ça finissait par coûter assez cher. Donc les objectifs étaient de recréer une plateforme. Le but, c'est une plateforme de gestion de l'ensemble des adhérents, de faciliter la communication. C'est toujours le maître mot dans un site comme ça, c'est de faciliter la communication avec l'ensemble des personnes, donc sur les événements, les vidéos, les formations, les actualités, comme ce qui est fait aujourd'hui. Donc améliorer la diffusion, fusionner toutes les bases de données existantes, faciliter les adhésions, puisqu'auparavant, ce n'était pas toujours simple. On remettait des questionnaires, on remettait pas mal de choses. Là, c'est une procédure qui est faite en ligne. Il suffit que votre compte soit connu du site et simplement que votre adresse mail soit renseignée. Ensuite, l'adhésion est quand même grandement facilitée et peut être faite directement sur une plateforme de paiement qui s'appelle Stripe, qui reste la première plateforme de paiement. Et accessoirement, ça permettra aussi de faciliter les enquêtes. Ça, c'est juste pour Thierry Bourg, pour qu'on puisse continuer à faire pas mal de statistiques. Alors, la présentation, vous pouvez déjà faire un tour sur le site. Alors, il n'est pas complètement finalisé. Il nous reste des petites choses parce que le cahier des charges évolue au fur et à mesure du temps. L'objectif étant d'avoir une administration complète de l'ensemble des données, que les secrétaires soient complètement autonomes, ce qui n'est pas encore le cas puisque de temps en temps, on est obligé de s'appeler ou d'échanger des petits mails sur des choses. Puisque voilà, il reste des fonctionnalités à terminer. Donc en pratique, le SNOF est propriétaire de l'ensemble du code, ce qui n'était pas le cas auparavant. C'est hébergé sur GitHub, donc c'est une plateforme qui va héberger le code. C'est un déploiement automatique. On a juste le serveur qui restera le coût principal, mais en tout cas les frais de gestion du nouveau site web seront relativement limités. Donc ça, c'est pour reprendre la plateforme de paiement. Si vous allez dans la partie connexion, vous pourrez facilement renseigner vos identifiants. Si vos identifiants ne sont pas connus, vous renseignez simplement votre mail de contact. Ça envoie automatiquement une demande à la fois au secrétaire pour qu'elle puisse compléter votre compte. Et ensuite, les secrétaires vous répondent et vous pourrez à nouveau vous identifier. L'objectif de la plateforme, c'est de pouvoir gérer l'ensemble de ces informations personnelles qui seront affichées en même temps sur l'annuaire santé. C'est-à-dire ça permet de gérer les adresses, les sous-spécialités, le secteur d'exercice, d'avoir un système qui soit géré par l'adhérent et qui permette d'avoir quelque chose de très complet. À savoir qu'actuellement, l'annuaire santé ne permet pas de gérer du multi-adresse. C'est-à-dire qu'on a, comme d'habitude, au niveau étatique, c'est très très bien fait. C'est-à-dire qu'ils sont incapables de gérer un site principal et un site secondaire. Ils n'ont pas su s'adapter aux évolutions de la pratique médicale. L'annuaire santé est en train d'être refait. La transition est actuellement en cours. Vous pouvez avoir un aperçu du nouveau site annuaire santé où on arrive enfin à gérer du multi-adresse. Donc ça, c'est l'aperçu d'un compte de quelqu'un qui doit être connu normalement dans l'Assemblée. Pour gérer donc ces informations personnelles, ces adresses, les annonces. On a simplifié la façon de gérer les annonces et aussi pour soulager la partie administrative. Et on peut aussi récupérer son justificatif de paiement
pour le meilleur organisme de l'État qui reste les impôts, qui est un système qui est sans faille. Alors par la suite, il reste pas mal de choses à faire, hein. Le site est fonctionnel, vous pouvez vous inscrire, vous pouvez consulter les actualités. Par contre, ça devient une plateforme de gestion complète de toute la partie administrative du SNOF. Et sur cette partie-là, effectivement, il nous reste pas mal de travail. Donc on est 2 à s'en occuper, plus l'équipe de secrétaires, bien sûr, puisque les retours viennent principalement d'elle. Et donc on espère avoir une finalisation pour la fin de l'année. Donc on est plutôt bien avancé et ça devrait se faire normalement avant la fin décembre. Alors, petit retour sur l'ordonnance numérique. Donc, j'ai eu la joie de recontacter les 2 éditeurs principaux. Alors, l'ordonnance numérique, nous, on nous a contactés en 2018. Donc, à cette époque, c'était avec Julien Bullet et Jean-Bernard Rottier. On avait fait, donc c'était avec l'équipe de l'ANS, on avait fait le DMP d'optique. Donc, c'était la structuration de l'ensemble des données d'optique. Ce que les opticiens veulent récupérer. Donc on avait réuni tous les opticiens, on avait réuni le syndicat d'orthopsie, et donc on était la partie ophtalmo. Et donc on avait structuré toutes ces données, ça avait fait quinzaine de réunions, c'était très bien. Et donc ça c'était la partie où l'ordonnance numérique était gérée par l'ANS. Et puis en 2019, ils se sont dit que c'était trop simple, et la Caisse d'assurance maladie a repris la gestion de l'ordonnance numérique. C'est à partir de ce moment-là où c'est devenu plus compliqué, puisqu'on nous a dit que le DMP d'optique ne serait pas utilisé, donc qu'on allait repartir de zéro. Parce que, en fait, le principe de la Caisse d'assurance maladie, c'était de pouvoir contrôler toutes les prescriptions. La data était assez importante. Le problème, c'est qu'ils ne se sont pas intéressés au fonctionnement des cabinets, et en 7 ans, en fait, ils ne se sont toujours pas intéressés au fonctionnement du cabinet. Il est impossible de déléguer la CPS. Ils n'ont pas compris que le médecin n'utilisait pas la CPS, mais que c'était la secrétaire. Il y a des éléments qui sont dans le Ségur du numérique, hein, tout ce qui va être imposé à tous les logiciels. C'est la qualification de l'INS. L'INS, c'est l'identifiant national de santé. Ça provient d'une erreur stratégique initiale, c'était que sur la carte vitale, on pouvait avoir ses enfants également sous le même numéro. Donc on ne peut pas identifier une seule personne avec un seul numéro de sécu, vu qu'on peut avoir les ayants droit qui apparaissent avec le même numéro. Donc on a créé l'INS. Simplement, il faut qualifier l'INS. C'est-à-dire qu'il faut interroger, donc fournir des différents éléments avec la lecture de la carte vitale, avec notamment aussi le code INSEE de la ville de naissance. C'est pour ça que les secrétaires seront obligés de demander la ville de naissance et aussi de récupérer du coup la carte d'identité des patients. Mais on ne peut pas le déléguer puisque la CPS, c'est le médecin qui l'a. Bien entendu, dans tous les cabinets d'ophtalmo, le médecin est à l'accueil aussi, il est aussi dans son bureau, et il va passer la CPS et authentifier le patient et vérifier tout ça. Donc ça, ils n'ont aucune solution technique pour le moment. Donc ça, on a eu 5 changements d'équipe, on a eu plein de responsables, mais aucun n'a su nous répondre. La délégation du consentement, c'est autre chose. Mais là, pareil, ça doit être fait par le médecin, vu qu'il faut le certifier avec la carte CPS. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre la carte CPS, identifier le patient, avoir son consentement, remettre la carte CPS. Et puis après, il y a autre chose, c'est que dans la prescription numérique, il y a un impératif, c'est avoir un LAP. Simplement, la profession d'ophtalmo est exemptée de LAP. Donc là, ils sont en train de se dire, il y a peut-être une incohérence, mais on n'est pas encore au stade où ils l'ont réalisé. Dernier élément, les données ne sont toujours pas structurées, c'est-à-dire qu'on envoie des données, c'est des champs texte libres, donc ça n'a aucune utilité. Et enfin, ils ont développé la ICPS, donc pouvoir le faire sur son téléphone, mais simplement, il faudrait s'authentifier à chaque demande. Donc ça va être très sympa d'être sur le portable toutes les 5 minutes. Donc en gros, c'est pas très utilisable. Et on parle déjà de la PCV, ça va être la carte vitale qui va être numérique, qui arrive sous peu. Ça va pas du tout complexifier les choses. Donc au départ, c'était simple. Et au final, ça n'est pas utilisable. Ça reste une solution qui est techniquement simple, mais la mise en place côté caisse d'assurance maladie est chaotique. Donc ça fait quand même 7 ans qu'on en parle. L'histoire, c'est qu'on nous avait promis en 2023, en nous disant les pré-séries chez les ophtalmos, c'est 2023, janvier. Bon, 2 ans après, on est très très loin de pouvoir essayer. Je ne vous parle même pas des codes LPP, parce que ça, il y a une bataille avec les opticiens qui ont cherché à supprimer les codes LPP qui devaient automatiquement être saisis au niveau des ordonnances numériques. Donc voilà, ça fait 2 ans.
La conformité du Ségur, ça ne veut pas dire ergonomie, hein, et ça on le verra allègrement, puisque dans les nouveaux logiciels qui sont certifiés, les parties Ségur sont difficilement utilisables, comme le DMP, hein, c'est pour ça que l'alimentation du DMP n'a jamais décollé. Alors ça avait été lancé par un illustre inconnu, c'était Xavier Bertrand en 2004, et donc là on est 21 ans après, ça marche toujours pas. Donc à croire qu'on n'a peut-être pas donné aux bonnes personnes la gestion de ces éléments. Donc l'ordonnance, au départ, c'était un outil qui devait lutter contre la fraude. On parle beaucoup de la fraude sur la traçabilité des prescriptions. C'est quelque chose qui serait très utile au quotidien, qui permettrait d'économiser beaucoup de sous. Mais à ce jour, malgré des décrets d'application qui imposent l'utilisation de l'ordonnance numérique, on n'a aucune solution technique utilisable dans un cabinet d'ophtalmo. Ça, c'était la jolie diapo, je vous l'ai remise, hein, parce que on fait toujours des belles diapos sur l'interopérabilité, sur tout va être super, c'est génial. Bon, en gros, on a quand même mis plusieurs milliards hein, là-dedans. Il n'y a pas grand-chose qui fonctionne. Alors du coup, après, j'ai appelé tous les éditeurs d'ophtalmo. J'ai eu un entretien d'à peu près une demi-heure avec chacun. Et on s'est amusé, enfin, je me suis amusé à leur faire un petit questionnaire avec 15 questions pour avoir un petit peu les retours du terrain, savoir ce qu'ils pensaient du Ségur, de l'IA, ce qu'ils faisaient actuellement et quelles étaient les difficultés qu'ils avaient au quotidien. Donc on avait 6 éditeurs, j'ai eu 5 réponses. Le principe, c'était simplement un Google Form, hein, j'avais une quinzaine de questions. C'était du champ libre, hein, ils mettaient à peu près ce qu'ils voulaient en termes de réponses. Ils ont tous joué le jeu, ce qui m'a permis d'avoir des réponses qui couvrent à peu près 4000 cabinets sur les nouvelles fonctionnalités qui sont en cours de développement, sur la certification Ségur, le développement des solutions SaaS, l'interopérabilité, c'est le fait de pouvoir communiquer entre différentes solutions. Donc globalement, ils travaillent tous, ils font pas mal de développement. Les développements concernent principalement des fonctionnalités pour les retours utilisateurs, pour améliorer le quotidien. Ils sont quand même lancés dans la certification Ségur. La certification Ségur, c'est à peu près un enfer. C'est les 12 travaux d'Astérix pour avoir une certification. L'INSI, c'est, on va dire, 15 jours de développement. C'est 4 mois d'administratif pour une personne temps plein. La plupart des éditeurs ont un seul ou 2 développeurs. Ça veut dire qu'ils vont mettre complètement de côté la partie développement et donc les retours utilisateurs pour mettre quelqu'un à temps plein sur de l'administratif, ce qui est un problème conséquent pour des boîtes qui sont souvent petites. Et après, on a pas mal de boîtes qui commencent à mettre en place des systèmes d'API pour faciliter la communication. Donc après, ce qui était intéressant, c'est d'avoir les retours également de la partie médicale. Donc que disent les médecins aux éditeurs? En gros, ils veulent que leur pratique quotidienne soit plus simple, que ça soit plus personnalisable. Ils veulent gagner du temps en consultation. Ils veulent aussi que les différents logiciels communiquent plus facilement les uns avec les autres. Après, sur le Ségur, la plupart des médecins n'ont aucune connaissance sur le Ségur, à juste titre, puisque la communication de la part de l'État est assez mauvaise. Les seules questions concernent le forfait structure, hein, puisqu'on a dit que maintenant le forfait structure a été conditionné au Ségur, donc ils cherchent à savoir ce que c'est que le Ségur. Et après, il y a des demandes d'évolution sur la partie logicielle pour essentiellement avoir des solutions qui seront plus mobiles, pouvoir consulter son logiciel métier sur son portable, ou avoir des solutions qui sont dites SaaS, qui permettent, via un navigateur web, de se connecter d'un peu partout en décentralisant, on va dire, la base de données. Alors, petite question, je leur ai émis plusieurs questions sur l'IA, hein, savoir s'ils envisageaient, tout le monde parle de l'IA actuellement, qui est une énorme bulle, mais à un moment donné, il faut savoir si est-ce qu'eux vont s'intéresser et l'intégrer. Alors, ils ont tous cherché un petit peu ce qu'ils pouvaient faire avec l'IA. Ils n'ont pas trouvé grand-chose. Ils se sont interfacés avec des solutions qui existaient déjà. Ça permet de faire des comptes rendus automatiques, ça permet d'analyser des images. Mais il n'y a pas vraiment de consensus, il n'y a pas vraiment d'évolution actuellement sur comment on intègre l'IA et ce qu'on en fait. On peut faire des courriers automatiques, on peut faire des chatbots, on peut faire du support, on peut faire des choses, mais globalement, dans la pratique quotidienne, il n'y a pas de solution très intéressante, en tout cas, qui révolutionne la pratique de l'ophtalmo. Donc le Ségur, côté éditeur, ils ont tous débuté la conformité. Donc ils ont tous loupé la vague 1, qui permettait d'avoir un financement. Doctolib a aussi loupé la vague 1, même s'ils ont été certifiés quand même 8 mois après.
Donc là, on est dans la vague 2 qui va bientôt se terminer avant d'enchaîner sur la vague 3. Et en fait, à chaque vague, vous avez des impératifs supplémentaires. Donc c'est très pratique. Vous n'arrivez déjà pas à suivre tout ce qu'il faut faire pour la vague 1, que ça se surajoute au niveau de la vague 2, et ainsi de suite. C'est que de l'administratif, hein, c'est de la certification. Donc c'est vraiment cocher des cases. L'ergonomie n'est pas étudiée. La façon de faire est très répétitive. C'est très très lent parce que c'est des échanges avec l'administration. Hein. L'administration n'est pas connue pour sa rapidité et sa vivacité. Ça a un coût, et donc c'est déléguer du personnel uniquement pour l'administratif. Et au final, on a des solutions. Moi, je teste actuellement CO+, qui est en version 7, qui a donc la certification Ségur. Alors, c'est certifié, c'est inutilisable. Pour envoyer un DMP, sur le DMP, c'est pas utilisable. La certification INSI, ça va échouer une fois sur deux. Ça m'oblige à avoir un double lecteur pour la CPS. C'est d'une complexité sans nom. Au final, au quotidien, je l'utilise absolument pas. Et ce que ça rajoute aussi, c'est des plantages. Ce qui était quand même dommage, puisque c'est un logiciel qui plantait jamais. Et grâce à ces solutions Ségur, ça peut planter, et ça peut bien planter, donc c'est très sympa. Donc globalement, personne ne s'y intéresse en dehors du forfait structure. Et ça, c'est pas une mauvaise chose. Donc je pense qu'il faudra que ça soit modifié, puisque là, on va un peu droit dans le mur. Je pense qu'il y a beaucoup de débats actuellement sur le Ségur. Il y a eu un gros débat à un moment donné, puisque Doctolib avait sorti une solution qui permettait de mettre en ligne des fichiers, de les stocker, ce qui a froissé l'équipe du DMP, parce que le DMP ne fonctionne pas. L'hébergement de données et le partage de documents sur Doctolib fonctionnent bien. Donc a priori, on peut faire quelque chose qui fonctionne, mais l'État, ils n'y arrivent pas. Donc les objectifs pour les petits éditeurs, c'est à un moment donné d'essayer d'intégrer des outils IA, puisqu'a priori c'est à la mode, essayer d'intégrer les outils Ségur et avoir la conformité une fois à maturité, savoir que le cahier des charges évolue quand même assez vite, avoir une interopérabilité, donc pour avoir des solutions de communication et d'export qui soient facilitées, optimiser les outils existants. Le problème majeur, c'est que les éditeurs restent des petites structures avec des moyens qui sont financiers très limités, qui a très peu d'aide. On a un risque, c'est du rachat, de la financiarisation, mais comme on a partout, et surtout une perte d'indépendance de ces solutions. On a 5 en gros éditeurs, c'est des tout petits groupes avec qui il est facile de communiquer et d'échanger. Il ne faudrait pas que ça soit racheté que par des gros et qu'il y ait une concentration et finalement une disparition des petits. Et ça serait la faute directement de l'État, puisque les conditions qui sont imposées à un éditeur sont de plus en plus complexes pour pouvoir mettre quelque chose sur le marché. Donc en complexifiant ça, ils vont finalement entraîner la mort des petits éditeurs. Et bien, je vous remercie de votre attention. Super, merci. Bonjour à tous, merci. Je vais essayer de vous parler rapidement en 10 minutes de numérique et d'intelligence artificielle. Il y a pas mal d'éléments qui se recoupent avec ce que vient de dire Olivier, donc sur lesquels je vais essayer de passer plus vite. Puis je vais essayer de donner aussi un peu une note positive sur la technologie numérique et la vision que on peut avoir, on va dire, pour l'évolution des outils à terme. Donc si je reviens un peu sur le numérique en santé et sur comment ça s'est implanté dans les cabinets, alors vous le connaissez mieux que moi, mais ça a commencé il y a à peu près une trentaine d'années et puis ça s'est démocratisé, on va dire, depuis 20-25 ans. Mais c'est des logiciels qui ont été, comme disait Olivier, beaucoup en fait construits avec des nécessités de certification, d'intégration avec des téléservices, etc., qui les ont rendus pas forcément très faciles d'utilisation. C'est important d'un autre côté, puisqu'on le sait, il y a beaucoup de challenges dans le secteur de la santé pour justement pouvoir contrôler, intégrer, facturer, certifier de manière sûre et conforme. Cependant, vous l'avez vécu, je pense, directement, il y a beaucoup de logiciels qui sont assez difficiles d'utilisation. Et moi, pour être arrivé dans le secteur des logiciels il y a à peu près 3 ans, j'ai été assez marqué en fait par les logiciels de santé qui sont, on va dire, pas les logiciels les plus faciles, fluides d'utilisation qu'on peut rencontrer dans d'autres secteurs. Donc, comme je vous le disais, des logiciels qui sont assez peu orientés en fait utilisateurs.
partiellement en ligne, technologiquement plutôt en retard, assez peu de capacité d'autonomisation du patient ou de communication avec ses patients, pas d'outils d'aide à la décision, et puis une qualité d'accompagnement qui est assez hétérogène. Donc voilà, et en plus de ça, très difficile de changer de logiciel. Donc depuis 20-25 ans que vous utilisez des logiciels, la majorité d'entre vous, en fait, ne changera jamais ou n'a jamais changé, ne change pas ou ne changera jamais de logiciel. Pourquoi? Parce que vous avez peur, parce que ça coûte de l'argent, parce que vous avez vos habitudes, parce que vous avez peur de perdre vos données, parce que aussi les éditeurs en santé font payer les transferts de données ou éventuellement en fait ne transfèrent pas les données d'un logiciel à l'autre. Ce qui est un véritable problème puisque dans la majorité des secteurs de l'économie, c'est quelque chose qui est déjà résolu depuis une vingtaine d'années dans la téléphonie, la banque, etc. Mais pas dans les logiciels en santé, même si il ne faut pas désespérer puisque je suis sûr que c'est quelque chose qui arrivera prochainement, surtout que c'est un secteur qui est extrêmement sensible. Cependant, depuis les années 2010, il y a quand même un peu à travers le monde des innovations qui ont commencé à émerger en fait dans les logiciels en santé, donc plus de cloud, plus de web, plus de mobile. C'est vrai que les logiciels historiques, beaucoup étaient des logiciels client-serveur qui étaient implantés dans les cabinets. Donc quand ça plante, c'est difficile de pouvoir récupérer, parfois on perd toute la base de données. Des logiciels aussi qui sont connectés. Je parlais à Olivier d'API, donc la capacité de connecter toutes les parties du logiciel pour pouvoir mettre en place des parcours de soins ou pour pouvoir autonomiser ses patients. Et l'écosystème a changé. Donc on a commencé à avoir des logiciels avec des interfaces qui sont repensées, avec un parcours d'accueil qui est plus fluide. On a commencé, donc Doctolib pour le coup, c'est comme ça qu'on a commencé à avoir des logiciels qui permettaient, en dehors en fait de l'agenda et de la base patient, des dossiers patients, d'avoir un vrai outil de secrétariat numérique, avec notamment la prise de rendez-vous en ligne qui a été intégrée aux agendas métiers, ce qui a permis aussi de simplifier tout ce qu'on voyait tout à l'heure, hein, donc toute la partie secrétariat et la partie administrative. Et puis une intégration plus naturelle aussi de vos outils métiers, de manière générale, à ces logiciels. Donc il y a quand même pas mal de choses qui ont évolué dans ces dernières années. Est-ce que ça évolue assez vite? Réponse non. Je pense que c'est quelque chose que vous vivez vous-même au jour le jour. Donc pour vous parler un petit peu de Doctolib, très rapidement, parce que l'idée c'était plus de vous parler un peu des tendances actuelles et je vais vous parler après de l'intelligence artificielle. Nous, comment on se positionne? On a deux missions. La première, c'est améliorer le quotidien des soignants. Donc en fait, on travaille vraiment pour faire en sorte que les soignants qui travaillent avec nous puissent se concentrer sur leur vocation, les soins, leurs patients, et perdent pas du temps en fait dans leur logiciel. Donc c'est un petit peu contre-intuitif, mais si pour nous, nos utilisateurs peuvent ne pas utiliser leur logiciel, c'est mieux. Donc voilà, vocation, soins, patients. Et de l'autre côté, au niveau des patients, faire en sorte qu'ils puissent être en meilleure santé, donc travailler sur la prévention, la sensibilisation des patients. En fonction de ça, on a développé des produits. Donc, vous nous connaissez très certainement, sûrement plus par la partie organisation et secrétariat numérique et la partie développement de patientèle. La réalité aujourd'hui, c'est que l'agenda en ligne ou le secrétariat numérique, pour nous, ça représente seulement 2% des lignes de code en fait, qu'on a développées depuis le début de Doctolib. On a 5 millions de lignes de code depuis qu'on existe, donc depuis 13 ans. Et donc, on a développé toutes ces solutions, des solutions de prévention, solutions de facturation, solutions cliniques, des solutions de coopération entre soignants. Et l'idée, en fait, de tout ça, c'est exactement ce que disait Olivier, de les construire en étant présent dans les cabinets, en comprenant, en fait, comment vous fonctionnez, comment fonctionnent les soignants, pour faire en sorte d'avoir des outils qui soient adaptés aux usages et pas, en fait, des outils qui soient adaptés à notre propre pensée de comment on voit les choses. Donc, l'objectif de tout ça, c'est de donner plus de temps médical et plus de temps avec ses patients. Voilà, j'ai parlé très rapidement de Doctolib, mais l'idée, c'était plus de vous parler, en fait, d'intelligence artificielle. Je pense qu'en fait, le numérique, de manière générale, pour rebondir sur ce que disait Olivier, moi, je suis plutôt optimiste. Donc, malgré le fait que les vagues Ségur, c'est compliqué, qu'il faut les intégrer dans les logiciels, que nous, par exemple, on essaie de faire en sorte que ce soit le plus fluide possible, malgré le fait que ça puisse être assez lourd, je pense qu'aujourd'hui, avec la technologie, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire pour faire en sorte que les logiciels soient plus un vrai outil d'aide à la décision plutôt qu'un fardeau. Même si ça a pu l'être dans le passé. Moi, je pense que je suis assez optimiste là-dessus pour les prochaines années. Et avec l'intelligence artificielle, il y a de plus en plus d'utilisation, d'usages qu'on voit en fait qui peuvent vraiment révolutionner la pratique au jour le jour et être un outil d'aide à la décision, notamment dans le numérique. Ce que disait l'Académie de médecine, c'est que ça serait une faute éthique de ne pas se servir de l'IA en santé, puisque c'est le secteur qui doit être le plus transformé par l'IA.
Alors ça a été utilisé beaucoup en fait dans l'imagerie, notamment pour l'interprétation d'images. En fait, aujourd'hui, dans le logiciel, il y a de plus en plus de types d'utilisation en fait qu'on peut développer. Nous, on en a déjà développé plusieurs chez Doctolib, notamment alors du plus simple qui est un assistant de prise de notes. C'est-à-dire que pour que le médecin en fait en consultation n'ait pas à toucher à son logiciel, il puisse réaliser sa consultation et qu'à la fin de la consultation, en fait, il y ait une synthèse structurée qui puisse être réalisée et directement après validation du médecin classée dans son dossier patient. Mais en fait, il y a beaucoup d'interfaces conversationnelles. C'est-à-dire que vous pouvez dialoguer avec votre logiciel comme vous le faites. Aujourd'hui, on l'utilise tous jour le jour, enfin en tout cas beaucoup d'entre nous, avec Siri, ChatGPT, etc. C'est quelque chose qui ne fonctionnait pas il y a 5-10 ans. Moi, je me rappelle encore de Siri, des débuts de Siri, c'était vraiment pas terrible. Aujourd'hui, je pense que si vous avez utilisé le speech-to-text de ChatGPT, c'est extraordinaire. Et en fait, la technologie est beaucoup plus mûre pour ça. Elle est beaucoup plus mûre aussi pour une assistance proactive. Donc, ce que vous voyez dans le jour, c'est pas une fatalité de ne pas l'avoir un jour dans vos logiciels. Et donc, de plus en plus de logiciels à l'étranger, en France, nous on le fait beaucoup, travaille pour intégrer l'IA en fait dans l'intégralité des fonctionnalités qu'on peut proposer. Et donc, l'idée, c'est que l'IA, ce soit vraiment un partenaire et pas un contrôleur. Si je vous donne un peu un exemple de comment on voit les choses, un des éléments dont on discutait avec Stanislas, le fondateur de Doctolib, c'est que les médecins, vous êtes un peu des archéologues, puisque vous devez à la fois vous approfondir dans vos connaissances médicales et dans vos dossiers patients pour pouvoir établir un diagnostic. Chaque patient est différent, les connaissances médicales, elles évoluent énormément avec le temps. Donc malgré le fait que vous avez énormément étudié et que vous continuez à vous former, c'est très difficile d'arriver à matcher la connaissance médicale avec le bon dossier patient. Avec l'IA, en fait, vous avez à la fois une capacité à mettre plus facilement en exergue les informations intéressantes du dossier patient et à la fois aussi de rechercher dans les bases de connaissances médicales pour pouvoir vous proposer des éléments d'aide à la décision. Donc est-ce que ça, on l'a aujourd'hui? Par exemple, nous, aujourd'hui, on ne l'a pas encore. Par contre, c'est quelque chose qu'on pourra avoir très prochainement puisqu'en fait, on fait des progrès très rapidement avec l'IA. Et donc l'idée vraiment, c'est de pouvoir décharger, structurer la donnée et restituer en fait tous les éléments de la manière la plus simple possible et en contexte. Donc je vous ai parlé tout à l'heure, par exemple, nous, de l'assistant de consultation, la dictée clinique. En fait, il y a des modèles de plus en plus évolués aussi, qui sont de plus en plus spécialisés en fonction des types de spécialités, mais aussi tout ce qui est recherche contextuelle et rappel protocolaire, qui est un élément très important en fait au sein des consultations. L'objectif de tout ça, c'est d'oublier de plus en plus son logiciel, justement, que vous n'êtes pas des technologues ou des technophiles, même si certains le sont un peu plus que d'autres. Mais en fait, l'idée, c'est d'avoir de moins de temps possible sur son écran et d'avoir l'accès à la bonne info au bon moment et de pouvoir passer le plus de temps possible avec vos patients et à exercer votre vocation. Alors, c'est aussi une évolution, une révolution qui change la donne pour les patients. L'assistant de consultation, par exemple, moi je voyais un petit peu les verbatim des utilisateurs, on a déjà 3 ou 4 000 utilisateurs. Déjà, en fait, il y a pas mal de patients qui disent c'est la première fois, de médecins qui disent c'est la première fois, c'est pas la première fois, mais en tout cas, je regarde beaucoup plus mon patient dans les yeux. C'est vrai qu'on n'est pas les yeux rivés sur son ordinateur. Mais ça permet aussi d'avoir en fait beaucoup plus de temps qualitatif entre le patient et le médecin. Donc pour le patient, en fait, dans la consultation, il le ressent réellement, puisqu'en fait, dans une consultation, par exemple, d'un médecin généraliste de 16 minutes, il y avait 4-5 minutes à taper à l'ordinateur qui aujourd'hui sont plus dans le dialogue et pour poser le diagnostic. Ça permet aussi de faire plus de prévention personnalisée. Donc nous, en fait, en France, on a par exemple 50 millions de patients utilisateurs de Doctolib. De le faire un à un, savoir quel est le profil du patient pour pouvoir proposer à la fois des dépistages, vaccinations, etc. C'était très difficile dans le passé. Aujourd'hui, avec l'intelligence artificielle, c'est beaucoup plus facile. C'est quelque chose qui est vraiment réalisable et on sait qu'en France, on est très en retard sur la prévention. Donc c'est vraiment quelque chose sur lequel on va beaucoup pouvoir évoluer et on peut de plus en plus proposer des outils aussi pour les soignants pour qu'ils puissent réaliser de la prévention. Et puis après, ça va jusqu'à l'interface téléphonique. Donc vous connaissez Doctolib pour la prise de rendez-vous en ligne, donc facilité sur Internet. Il y a aujourd'hui, par exemple, des plus de 65 ans, il y a 50% des plus de 65 ans qui utilisent Doctolib, donc soit eux, soit un aidant qui l'utilise pour eux pour prendre rendez-vous, mais 50% ne l'utilisent pas. Donc on a développé par exemple un moteur d'IA conversationnel qui permet de prendre rendez-vous au téléphone quand le secrétariat est fermé et de pouvoir faire le tri automatique des demandes. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui permettra, par exemple, aux personnes âgées de pouvoir prendre rendez-vous en dehors des horaires d'ouverture du secrétariat ou de pouvoir laisser un message à leur médecin alors que le secrétariat est fermé, comme ceux qui le font pour la prise de rendez-vous en ligne. Il y a quand même des défis.
avec l'intelligence artificielle, souvent ça fait peur. Quels sont les défis technologiques? T'en parlais, hein, une plateforme de données de santé unifiée. Ça, c'est un sujet qui est très important. C'est un peu toute l'idée derrière le DMP, derrière MES, etc. Bon, aujourd'hui, c'est pas encore une réalité. Je pense que, j'espère en tout cas que ça le sera à l'avenir. Mais c'est sûr qu'en fait, pour que toutes les applications privées en santé puissent proposer à vous et aux patients des utilisations qui fonctionnent et qui collent avec leur quotidien, il faut qu'elles puissent être connectées à une plateforme de données de santé unifiée pour éviter la prolifération de données de santé un peu dans toutes les applications privées au bon vouloir des patients ou des soignants. Et donc ça, c'est un vrai travail qui n'est pas évident à mettre en place. Une plateforme de connaissances médicales et avoir un accès à des connaissances médicales qui sont actualisées, qui sont fiables. C'est aussi un peu le problème. Vous avez vu les dernières polémiques sur ChatGPT et ceux qui utilisent ChatGPT pour leur santé. Même d'ailleurs un adolescent récemment qui a été poussé au suicide par des échanges aux États-Unis avec ChatGPT. C'est un vrai sujet. Donc ça, c'est aussi toutes les plateformes doivent travailler dessus pour pouvoir avoir en fait un accès à de la connaissance médicale fiable, actualisée, et pour pouvoir le permettre aussi dans les logiciels en fait pour les soignants. Et puis une codification automatique. En Europe, il y a notamment tout le travail qui est sur SNOMED, mais c'est très important aussi de pouvoir avoir une codification qui soit harmonisée pour que tout le monde puisse travailler de la même manière et de manière interopérable. Des défis en fait qui ne sont pas seulement technologiques, mais qui sont aussi sociétaux, défis éthiques, bien sûr, parce que je pense qu'on l'a tous vécu quand on échange avec ChatGPT, par exemple. Il y en a beaucoup qui donnent, entre guillemets, le bon Dieu sans confession à une réponse qu'on a de ChatGPT. Il faut faire attention parce qu'il y a des taux d'erreur qui sont assez importants. Donc, en fait, la transparence, la précision de l'IA, en fait, c'est quelque chose sur lequel il faut travailler pour pouvoir, en fait, rassurer les utilisateurs et aussi les responsabiliser. Former, en fait, les praticiens. Nous, on le voit, par exemple, l'assistant de consultation, en fait, l'IA et la technologie, c'est pas des soignants ou des médecins jeunes en centre urbain. Par exemple, notre assistant de consultation, la majorité des utilisateurs, c'est plutôt des médecins plutôt âgés et dans des zones non denses parce qu'ils ont plus de mal à taper en fait sur leur ordinateur, etc. Donc en fait, un peu dédiaboliser ça et aussi s'assurer en fait que l'intelligence artificielle elle colle aux usages, c'est quelque chose d'important. Donc pour ça, il faut pouvoir former tout le monde. Pour développer des IA qui sont compétitives, parce que demain on ne voudrait pas en fait que ce soit Google ou OpenAI ou ChatGPT qui fassent l'IA en fait en santé en France et en Europe. Il faut qu'on puisse attirer et retenir les talents, c'est très difficile. Donc c'est un petit peu la guerre des talents en fait pour pouvoir avoir les meilleurs développeurs en IA et nous en fait c'est un de nos gros enjeux aujourd'hui. Et puis un enjeu de souveraineté aussi sur les modèles d'IA hein, puisque OpenAI, Gemini, etc. C'est des moteurs en fait d'IA qui sont aux États-Unis. Voilà, et donc pour conclure un peu, nous en fait, on est au cœur de tout ça. Donc on travaille sur tous ces sujets. On a, alors tu parlais tout à l'heure du nombre de développeurs. Pour faire des bons logiciels, c'est très difficile, notamment du fait de toutes les certifications, de la complexité, des réglementations, etc. Nous, on en a 1000, donc c'est énorme en fait l'investissement pour avoir un logiciel de qualité. Même comme ça, on n'est pas parfait, on a beaucoup de travail encore à réaliser. On a 150 personnes qui travaillent sur l'IA et sur la data. Donc on a aussi, du fait de l'usage, parce qu'on a 200 000 soignants qui utilisent Doctolib en France, 50 millions de patients, on a beaucoup de données médicales de qualité. Donc on a pas mal de capacités aussi à entraîner les modèles pour pouvoir développer des solutions de qualité, notamment avec l'IA. On a beaucoup de feedback utilisateurs, puisqu'en fait on construit beaucoup avec nos utilisateurs. Donc ça nous permet aussi d'avoir des solutions qui s'améliorent beaucoup plus rapidement. Une expertise très forte en fait depuis qu'on s'est développé, vous l'avez vu pour le Covid aussi, sur tout ce qui est sécurité, confidentialité, qui sont des sujets ultra importants de manière générale, mais en santé encore plus que dans les autres secteurs. Et puis bien sûr une confiance des professionnels pour avoir une innovation éthique et souveraine en fait, puisqu'on est une entreprise nous française et européenne. Voilà. J'espère avoir pas été trop long, vous avoir donné un peu de perspective sur les logiciels et l'IA. Merci beaucoup. Ouais. Vous avez toujours la possibilité d'avoir des questions. Je ne sais pas si vous l'avez utilisé ou si quelqu'un, il n'y a pas la question sur le QR code, on peut bien évidemment y répondre. Alors, avant de clôturer par les questions, et puis comme ça vous permettra d'y réfléchir. Je ne sais pas si tu as des questions, Pierre, déjà. Oui, il y en a plusieurs qui ont trouvé des réponses pendant les présentations. Bon, super. Il y en a surtout une, c'est quand même par rapport au secret médical et à la garantie que les données patients seront sécurisées. Toutes ces données que vous venez d'évoquer.
Alors, c'est un sujet qui est hyper important. Alors, c'est très réglementé. Donc, pour pouvoir opérer, justement, c'est une des certifications doit être certifiée HDS. Et donc, en fait, toutes les données sont sécurisées. Ces données, en fait, qui sont des données des professionnels de santé et des données, en fait, des patients. Donc, il y a des règles très strictes, à la fois d'hébergement, à la fois de sécurisation, à la fois d'utilisation des données de santé, qui dépendent, en fait, des pouvoirs publics et qui nécessitent une certification. On est aussi soumis nous, à des audits de la CNIL de manière récurrente. Donc voilà, les données de santé, c'est un sujet qui est ultra sensible et donc qui est en fait ultra réglementé. Ce qui n'est pas évident, et c'est un gros sujet actuel, c'est comment on fait pour à la fois les protéger, mais à la fois en fait pour pouvoir travailler dessus, notamment pour travailler sur les développements de solutions qui soient efficaces et qui puissent servir les professionnels. Et donc ça, c'est un peu toute la complexité, on va dire, de ce sujet-là. Mais aujourd'hui, évidemment, personne n'est à l'abri de hackers, d'un risque de cybersécurité, etc. Mais nous, en tout cas, c'est un des plus gros postes d'investissement qu'on fait chez Doctolib pour pouvoir protéger les données de santé et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attaque de hackers en fait, sur ces données. Mais nul n'est infaillible, donc il faut faire très attention à ça. Pierre, tu as d'autres questions? Alors, une... Alors, ça, c'est je pense qu'en fait, c'est difficile de vous répondre. Aujourd'hui, les données en fait, auxquelles ont accès les pouvoirs publics font partie de réglementations qui sont publiées. Donc, en fait, notamment le programme Ségur, tout ce qui est en fait interfacé avec les outils et les plateformes publiques, vous y avez accès. C'était un peu toute la liste que vous avez vue sur des slides que vous avez présentés tout à l'heure. Ils n'ont pas accès à plus de choses que ça. Donc en fait, donc voilà. Mais il y a énormément en fait, et ça va, ce que disait Olivier tout à l'heure, il y a de plus en plus de parties des logiciels qui sont interfacés pour tout ce qui est données de facturation, les ordonnances, etc. Donc de facto aujourd'hui, dans l'utilisation des logiciels, la majorité des données en fait sont des données qui sont d'accès à l'assurance maladie, etc. Mais normalement vous y avez accès. Donc vous savez en fait les données qui sont communiquées. Il n'y a pas de En tout cas, là-dessus, il n'y a pas de surprise sur ces sujets-là. Qu'est-ce que vous appelez des données de santé? Des données de santé, enfin, toutes les données en fait, qui sont dans les logiciels de santé, c'est des données de santé. Donc en gros, les données en fait, du dossier patient sont les dossiers. Non, c'est toutes les données qui sont hors administratif. Ouais. Alors, c'est toutes les les données. administratif, c'est tout le reste. Alors, toutes les données qui sont dans les logiciels cliniques sont des données de santé, en fait, au sens du dossier patient. Mais même dans la partie administrative, par exemple, nous, dans le secrétariat numérique, il y a une partie de ces données qui sont des données de santé et qui sont protégées de la même manière, en fait, que les données des dossiers patients. On a un logiciel métier ophtalmo de Prédit Paris. Alors, Vincent me posait la même question il y a quelques temps. On est en train de travailler parce que c'est assez spécifique, notamment sur tout ce qui est intégration avec tous les appareils, les outils en fait, que vous utilisez au jour le jour. Mais oui, probablement, puisqu'en fait, on travaille spécialité par spécialité. On a commencé par les médecins généralistes, on a fait pas mal de spécialités, mais on aura un jour, oui, un logiciel clinique pour les ophtalmos. Quand ? Je ne sais pas encore, sinon je vous l'aurais dit avec plaisir. J'espère le plus tôt possible, mais c'est pas mal de boulot. Et nous, ce qu'on essaie de faire, c'est pour ça qu'on a commencé par le secrétariat numérique, puis la téléconsultation, puis le dossier patient, puis le logiciel clinique, etc. On essaie de faire les choses bien et de faire des logiciels qui servent vraiment au jour le jour et qui soient de qualité et fluides. Donc c'est beaucoup de boulot. Et donc on essaie de ne pas griller les étapes. C'est aussi pour ça qu'on n'a pas été partout à l'étranger. Aujourd'hui, on est en France, en Allemagne, en Italie. On n'a pas essaimé dans tous les pays du monde encore, parce qu'on essaie de se concentrer déjà pour faire les choses qu'on fait aujourd'hui de la meilleure manière possible, et c'est pas facile. Mais réponse, oui. Dès que je sais, en fait, dès que j'ai une date, je vous le dirai. Promis. La notion de secret médical, en fait, elle repose sur quoi actuellement? Ma question, est-ce que c'est possible? C'est-à-dire que si la Sécu ou quelqu'un d'autre décide de prendre un patient, qui il est allé voir, combien de fois il a vu le cardio, qu'est-ce qu'il prend comme médicament? Terminé. Ouais. Le diagnostic est fait, donc il n'y a pas de protection de secret médical. En fait, ils n'ont pas... Au niveau administratif, on peut occuper des données, c'est très facile avec les ordinateurs,
et c'est archivé partout, et il n'y a plus réellement le secret médical. En fait, aujourd'hui, la majorité, en fait, les données qui sont dans votre logiciel, c'est vos données, c'est les données de vos patients. Ensuite, quand vous leur communiquez, les pouvoirs publics n'ont pas accès à, à vos données. Ils ont accès au DMP, ils ont accès en fait à l'information. Si les pouvoirs publics demandent à la sécurité sociale, faites-moi un bilan de cette catégorie de population, et ils ont vu tant de dermatos, tant de cardio, tant d'autres créneaux, ils prennent ça comme médicament, etc. Il y a moyen de savoir qui est malade. Alors, en fait, ils l'ont déjà. Ouais. Parce que de toute façon, par l'ATIH, c'est déjà quelque chose qu'ils ont. Ils sont parfaitement capables de tracer. On a regardé hier, Thierry, on a échangé pour le nombre de cataractes. On sait à l'unité près le nombre de cataractes qui a été fait en France. Donc, bien évidemment, c'est déjà là, en fait. Donc il n'y a plus de secret médical. Alors, c'est anonymisé, c'est-à-dire que c'est de l'épidémiologie en termes de patients, mais c'est voilà. Donc, mais on sait parfaitement. Bon, je dis Thierry, c'est pour ça que je rajoute sur des chiffres. Aujourd'hui, c'est 1 100 000. Voilà. Je ne sais plus les unités, mais on a les unités même. Hein. Donc, c'est quand même très très bien fait. Hugues, je sais que tu aimes bien tout ce qui est données de santé et sécurité. Oui, la Sécu, elle a toutes les données, donc de toute façon, on est en capacité de faire les statistiques surtout. À partir du moment où ça reste anonymisé, Ouais, ils ont le droit de les traiter selon la CNIL et selon des protocoles très spécifiques qui doivent être déclarés en amont et qui doivent déclarer tout le processus qui doit être fait. Moi, ce qui m'interroge, alors j'aurais 2 questions pour vous, mais une que je vais vous poser à côté, Vincent, c'est laquelle? C'est les préférences commerciales. C'est ce qui m'interroge, c'est le fait que un dispositif comme Doctolib est accès au fichier du patient. Parce qu'à un moment, si effectivement vous faites un logiciel métier OFTA ou opticien ou n'importe quoi, et puis vous êtes déjà en train de le faire, à un moment ou à un autre, vous avez accès, vous avez la main dans le fichier du client, et donc vous avez la main, alors je vois toujours le noir, hein, vous avez la main sur les données de santé personnelles. Ce qui différencie les données de santé personnelles, c'est tout ce qui est administratif, et les données personnelles de santé, c'est tout ce qui est, on va dire, pathologique, les corrections également en acuité, c'est que vous avez des personnes qui ont la main sur les données de santé des patients en nominatif. Et qu'est-ce qui garantit aujourd'hui que vous ne soyez pas tenté un jour d'utiliser ces données, ce volume de données, pour alors faire des statistiques? Si c'est anonyme, bah, vous serez comme la Sécu finalement, et est-ce qu'on a vraiment besoin de vous? Non, ben oui, vous serez peut-être plus efficace, plus rapide, j'en sais rien, moins d'erreurs. Qu'est-ce qui garantit que ces utilisations-là et que le secret médical effectivement soit bien préservé, soit pas vendu à des autorités tiers, et je vais le dire, hein, telles que les complémentaires santé? Ouais. Bah alors, les données, en fait, vous l'avez dit vous-même, elles sont anonymisées, donc en fait, on ne peut pas les utiliser individuellement. Il y a une notion de consentement, en fait, d'utilisation à la fois de la part des soignants et de la part des patients. Donc en fait, on ne peut pas utiliser des données de santé, comme vous le dites, avec une capacité d'identifier les données de santé. De manière anonymisée, on peut réaliser par exemple des statistiques, on le fait déjà aujourd'hui. Moi, je pense que c'est hyper positif parce qu'en fait, ça aide aussi à travailler sur les sujets. Notamment, on a fait travailler sur la carte de France des délais d'accès aux soins par profession. On avait travaillé avec la partie ophtalmologie, mais avec tout ce qui était dermatologie, cardiologie, etc. Donc en fait, là-dessus, nous, on essaie d'apporter notre pierre à l'édifice pour aider en fait les acteurs de santé, parce qu'on nous le demande beaucoup sur des statistiques justement en fait consolidées et anonymisées en fait de données de santé, mais on n'a pas accès à des données de santé non anonymisées par loi et par réglementation. Donc en fait, on ne peut pas le faire. Oui, il y a la loi. Oui, exactement. Et il y a ce qu'on en fait. Actuellement, enfin, Olivier, corrige-moi, je repasse la main après. Corrige-moi, je pense que la plupart de nos logiciels métiers actuellement, pour moi avoir vu fonctionner un petit peu derrière, je pense que n'importe quel éditeur de logiciel métier a accès quasiment à mon dossier médical et en lecture de vos patients. Tout à fait. Tu es d'accord avec moi? Je Alors, pense que... à savoir que tous les logiciels, en fait, ils sont considérés comme HDS quand ils sont dans un cabinet médical. Or, dans un cabinet médical, dans 80% des cabinets médicaux, il n'y a aucune sécurité sur la donnée, sur la façon dont c'est traité, sur les accès et autres. C'est-à-dire qu'on ne respecte pas du tout le cahier des charges de l'HDS. Les contraintes qu'ont les éditeurs sont bien supérieures à toutes les contraintes des professionnels de santé eux-mêmes. Pour l'instant, on est exempté en disant que le cabinet est une structure certifiée HDS, par définition, mais ce qui n'est pas du tout la réalité. Ensuite, la RGPD, elle est définie au niveau européen pour cadrer justement, dans le cadre des données de santé, l'utilisation et éviter qu'on ait des infractions. La RGPD, elle est assez stricte, assez sévère, ce qui a d'ailleurs fâché les Américains, mais c'est censé préserver ça. Ensuite, il y a CISALI, c'est le DMP européen qui est en train de se mettre en place. C'est l'échange des données de santé entre tous les pays européens. C'est-à-dire qu'on va avoir
un accès aux données de santé depuis n'importe quel pays européen à partir d'une identification d'un patient. Alors, si vous êtes hospitalisé en Roumanie, théoriquement, on aura accès à votre DMP français. Donc ça va beaucoup plus loin, en tout cas ce qui arrive va beaucoup plus loin qu'un simple partage avec les éditeurs. Et donc, j'ai une question pour Doctolib. Si vous faites un logiciel métier, un généraliste aujourd'hui qui a mon dossier, est-ce qu'il y a un acteur chez toi qui sera en capacité de me lire mon dossier médical? Non. Voilà. Alors que actuellement, dans nos logiciels, ils sont parfaitement capables de lire nos dossiers médicaux. Enfin, voilà, corrige-moi, mais aujourd'hui, tout ce que j'ai vu derrière, tous nos logiciels, aujourd'hui, n'importe quel éditeur de logiciel médical qu'on utilise tous les jours, ils le font parce que c'est pas. Par contre, je pense que vous ne pourrez jamais faire ce genre de choses. Ou alors, en fait, le niveau de réglementation, de sécurité, etc., auquel on est, nous, soumis, c'est... nous, c'est quasiment le plus gros investissement qu'on réalise dans notre logiciel depuis 10 ans. Et on a passé toutes les certifications, etc. Donc, en fait, on ne peut absolument pas faire ce que vous disiez tout à l'heure, jouer avec des données de santé non anonymisées, etc. Et on ne le ferait pas, parce que vu qu'on est tiers de confiance, le jour où on fait quelque chose comme ça serait un vrai problème pour nous. Donc voilà, mais de toute façon, techniquement, en fait, on ne peut pas le faire, et légalement, on ne peut pas le faire. Oui. Moi, je vais reposer ma question. Je vais parler de tout ça. À un moment donné, il faut lever des fonds pour avoir des structures comme ça. Oui, je disais, je vais reposer ma question. À un moment donné, pour des structures comme ça, il faut lever des fonds pour pouvoir avoir du matériel, avancer, etc. Qu'est-ce qui empêche, au fait, une structure comme Doctolib de demain dire, voilà, ce jeune, je parle tout simple, ce jeune a consulté le cardiologue 3 fois, 4 fois cette année, donc la banque, lambda, ne va pas lui prêter d'argent pour monter une structure, parce que on est sûr et certain qu'il a un problème cardiologique, ou il a consulté par exemple le neurochir, etc. C'est en termes, au fait, de secret médical de la personne. Je ne parle pas à une échelle. Je sais qu'il y a beaucoup de leviers, etc. Mais effectivement, moi, mon éditeur de logiciel, quand je plante, il peut prendre la main, il sait très bien ce qu'il a mon patient. Mais qu'est-ce qui empêche des grosses structures de vendre des mégadata à l'échelle de la personne? C'est-à-dire que demain, les banquiers, ils tiennent le monde, ils vont dire, voilà, je vais prêter de l'argent à un tel chef d'entreprise pour acheter une autre entreprise à un prix lambda. Qu'est-ce que je vais lui demander comme garantie? Et c'est là où le danger réside, au fait. C'est avoir les données de la personne vis-à-vis, ça va lui compliquer sa vie. Donc on sort du secret médical où il y a le médecin et son patient dans une pièce. Et moi, je suis effaré de voir le nombre de personnes qui veulent nous aider dans nos métiers. Il y a 20 ans, 30 ans, Jean-Paul, il peut parler peut-être plus que moi, on était avec son patient dans son cabinet, et maintenant, il y a un nombre de personnes incalculables qui veulent nous aider au fait dans nos métiers. Et c'est là où réside le danger. C'est la vente de ces mégadata pour, parce que de toute façon, un jour ou l'autre, il faut vendre ce qu'on a comme la richesse, c'est ça. On s'enrichit parce qu'on a des mégadata qu'on peut vendre. Donc ça peut être positif pour faire des études sur la tension artérielle, sur je ne sais pas quoi, mais ça peut être aussi négatif en termes de secret médical, de levée de secret. Bien sûr. Je vous réponds simplement, la loi en fait. C'est-à-dire qu'en fait, on ne peut pas le faire parce que c'est interdit par la loi déjà. Donc en fait, en fonction de ça, c'est pas quelque chose qui peut être réalisé. La deuxième chose, c'est il y a une éthique aussi. Mais de toute façon, vu que c'est interdit par la loi, c'est même pas une question d'éthique. Et en fait, le troisième sujet, nous, par exemple, c'est pas du tout notre business model. Nous, en fait, on réalise des solutions pour les soignants qui leur font gagner du temps, de la qualité de vie au travail. Et en fait, on paye un abonnement pour ça et on est rémunéré comme ça. Et en fait, on se développe comme ça. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'utilisateurs. On est centré sur la satisfaction utilisateur. C'est pour ça qu'on a de plus en plus d'utilisateurs parce que nos utilisateurs sont satisfaits, ils en parlent à leurs voisins et qui prennent nos logiciels. Donc en fait, aujourd'hui, notre business model, c'est pas du tout un business model qui attend à l'avenir de pouvoir monétiser quelque chose, etc. Aujourd'hui, d'ailleurs, cette année, on est rentable en fait après 12-13 ans. Donc ça a été très long pour pouvoir être rentable. Pourquoi? Parce que toutes les raisons que je vous ai exposées, les certifications, la cybersécurité, tous ces sujets-là, c'est un investissement qui est hyper important. Puis pour faire des bons logiciels, c'est un très gros investissement. Mais en fait, on n'a jamais basé notre business model sur le fait de pouvoir monétiser des données de santé, ce qui est d'ailleurs interdit par la loi. Donc en fait, aujourd'hui, c'est pas du tout... c'est un sujet légal, quoi. En plus d'être un sujet éthique, de toute façon. Oui. C'est pas pour Doctolib, mais j'avais cru comprendre que un des projets de la sécurité sociale qui récupérait tous les datas, c'était de les revendre, de les vendre.
Donc, bon, c'est général, c'est une question générale, mais est-ce que, au moment où on parlait beaucoup fait, d'envoyer tous les dossiers sur le cloud et la Sécu, enfin, elle l'avait dit, me semble, qu'elle avait le projet de vendre les datas. Alors, Voilà. je pense pas, parce que Cher c'est par interdit. dossier. De nouveau, c'est interdit par la loi. Mais je pense que leur projet, c'est surtout de pouvoir avoir un carnet de... Enfin, leur projet, c'est d'avoir un carnet de santé numérique pour faire en sorte de pouvoir pousser des rappels de prévention, etc. Donc, en fait, MES, l'idée derrière ça, c'est ce sujet-là, pour en plus avoir des statistiques d'utilisation, etc., d'ordonnances, de consommation de médicaments. Mais je pense pas que c'était... Enfin, en tout cas, je pense pas que c'était pour vendre des données de santé, puisque c'est interdit par la loi. Oui, bien sûr. Ça se vend sur le dark web. Quand on se fait pirater nos dossiers, nos choses comme ça, c'est ce qui se vend. Nos données administratives, les données des numéros de téléphone des patients, ce genre de choses. C'est clair. Mais la sécurité sociale, non. Effectivement, elle va travailler sur de l'épidémiologie. Elle ne va pas vendre la sécurité sociale. Elle n'a pas de modèle économique là-dessus. La sécurité sociale, elle va chercher effectivement à les contrôler et se dire, bah, tiens, sur ce territoire-là, j'ai 2 fois plus de cataractes alors que j'ai la moyenne d'âge qui est plus faible, par exemple. Et on va aller jeter un œil. Ça peut être un sujet. Et ils le font déjà, d'ailleurs. Donc, ils ont déjà accès à ce genre de choses. C'est pour ça ce matin, quand on discutait avec M. Badinier, ils ont des outils statistiques absolument incroyables. Et ce qui est dingue, c'est qu'ils n'utilisent pas ces données-là. Alors, moi, j'aimerais bien qu'ils l'utilisent pour la fraude. Et voilà, et de temps en temps, ils utilisent d'autres choses. Parce que c'est hyper réglementé. Non, en plus d'être... Enfin, il y a un cadre légal qui est très strict et c'est hyper réglementé. En fait, ils ont des données par structure, donc ils le savent en fait. Hein. De temps en temps, il y a des volontés politiques. Hein. Les centres de santé, ça a pris du temps. Hein. Thierry, je crois que je l'ai vu sortir à l'instant. Il a fallu énormément de temps leur faire comprendre que c'était un système malhonnête. Parce qu'en fait, derrière, on avait les politiques qui poussaient, c'est bien, le patient ne paye pas, c'est le tiers payant généralisé, le libéral, c'est mal. Voilà, donc il a fallu très longtemps. Il a fallu vraiment que ça prenne des proportions de dingue. Mais ils avaient déjà les statistiques. On avait des tableaux Excel qui étaient énormes, avec effectivement l'explosion. Moi, j'ai toujours en souvenir l'explosion, effectivement, du bilan orthoptique et la vision des couleurs chez les orthoptistes. La caisse avait démontré qu'il y avait eu 37 000% d'augmentation sur le bilan orthoptique dans les centres de santé. Donc, il n'y avait pas besoin d'être grand clair pour se douter que c'était n'importe quoi, en fait. On va devoir clôturer, parce que, et déjà je vous remercie tous ceux qui sont restés là. Oui, encore une dernière question. Une dernière question. Olivier nous a présenté un travail très laborieux avec les instances, et vous semblez quand même plus optimiste. Alors, est-ce que vous auriez l'oreille du gouvernement, et puis nous, ce serait peut-être plus difficile d'être écoutés dans toutes les propositions que nous faisons ? Alors, moi, je suis optimiste parce que je suis un éternel optimiste et que nous, notre boulot, c'est de faire en sorte de vous faciliter la vie. Donc, c'est pour ça que je disais ça. Non, on n'a pas... nous, on discute avec les pouvoirs publics. On a une relation qui est parfois positive, parfois compliquée, en fait. Donc, il n'y a rien de spécifique, en fait, dans notre relation avec les pouvoirs publics. Comme le disait Olivier, quand on a commencé à travailler, en fait, sur tout ce qui est service aux patients, pour la prévention, etc., on a eu un gros accrochage avec l'assurance maladie par rapport au DMP. On n'a pas de relation privilégiée avec les pouvoirs publics, mais en fait, vu qu'on est au cœur du système de santé, comme tous les autres éditeurs de logiciels en santé, on les rencontre, on travaille sur différents sujets pour essayer de faire progresser, d'essayer de les faire progresser. Nous, ce qu'on essaie de faire en sorte, c'est quand ils sortent une réglementation, une régulation, etc., de faire en sorte de les intégrer de la manière la plus fluide possible pour que ça ne détériore pas votre utilisation et votre quotidien de manière générale. C'est ce qu'on essaie de faire dans nos logiciels de manière générale. Donc voilà, mais ça se limite à ça. Nous, on n'est qu'un éditeur de logiciels, au final. Allez. Oui. Une dernière remarque sur les données de santé qui intéressent, je vais parler fort, les données de santé qui intéressent les banquiers et les assureurs. On sait à peu près que bon, on sait pourquoi. Moi, quand j'ai rempli mon dossier pour ma prévoyance chez AXA, il y a 12 pages sur les questions médicales. Est-ce que vous êtes malade? Est-ce que vos parents ont eu ça? Etc. etc. Bientôt, ils vont nous demander de l'ADN. Qu'est-ce qui interdit les banquiers de faire remplir... Pourquoi les assureurs peuvent le faire et pas les banquiers? Ou quelqu'un d'autre, finalement? Je vous garantis que le truc d'AXA, je l'ai photographié, parce que c'est hallucinant. Ouais. C'est hallucinant. Ouais. Alors en fait, demander au patient de lui-même remplir avec son consentement ces données de santé, je connais pas ces secteurs d'activité, je les connais pas, hein, ni les mutuelles, ni nous on travaille ni avec des mutuelles, ni avec les banques, etc. Donc je saurais pas vous répondre, mais il y a un cadre légal de ce qu'ils peuvent demander dans une assurance ou dans une banque
en termes de données de santé. Une Non, mais fois c'est- qu'en fait ils demandent ça, c'est qu'ils doivent être dans leur cadre légal. C'est pas ça que je veux dire. C'est qu'on dit attention, ces gens-là, ils peuvent avoir accès aux données médicales. Ben, ils les demandent. Ils vous demandent un papier. On est parfaitement d'accord. C'est le conseil qu'on donne, par exemple, à Start of Ta. Quand on a les jeunes à côté, on leur dit prenez vos assurances, vos prévoyances quand vous avez 25-30 ans, que vous êtes en pleine forme avec tout au blanc, et vous. D'entrée de jeu, vous prenez une excellente assurance, vous vous couvrez extrêmement bien, parce que la fausse déclaration à l'assurance n'est pas permise, et c'est certainement pas à 35, 40 ans ou 50 ans qu'on commence à avoir des soucis de santé qu'il faut le faire. Donc le conseil qu'on donne aujourd'hui, et c'est du droit privé, entre l'assureur et puis effectivement ou le banquier, et c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est quand on s'inscrit, quand on rentre dans libéral, c'est ce qu'on donne aux gens, c'est inscrivez-vous d'entrée de jeu, effectivement, et vous assurez lourdement, fortement, quand vous êtes en pleine forme. Parce que quand vous, effectivement, vous avez 50 ans, vous dites, tiens, je vais m'assurer qu'on a ce genre de choses, bah, les surprimes, quand vous pouvez y avoir droit, ou parfois c'est carrément des exclusions, ou parfois c'est inassurable. Oui, mais là, c'est pas répondre à la question, c'est contourner le sujet. Le sujet, c'est que ça existe Oui, bien sûr, réellement. mais ça, c'est ce qu'on appelle un contrat de droit privé entre un assureur. Il assure un risque. Donc, D'accord. assurer un risque, c'est Mais jusqu'où ça peut aller alors? Ah oui, bah, jusqu'à ce qu'il Voilà. le souhaite. C'est du contrat. Après, on n'a pas envie d'être assuré, on ne s'assure pas. Tu dis 25 ans, mais moi, à 24 ans, j'ai eu un mélanome où j'avais 2% de survie à 6 mois. Donc, j'ai jamais été assurée sur aucun de mes prêts. Donc, j'ai attendu 10 ans pour m'installer et j'ai fait un droit à l'oubli avec X sociétés différentes pour pas dépasser le cadre légal. Donc, après, tu contournes comme tu veux. Tu es assuré, tu n'es pas assuré. Moi, je sais que s'il m'arrive un truc, à part le décès, j'ai rien. Donc, mais c'est vrai que c'est complètement illégal de ne pas assurer des jeunes ou des gens qui sont malades ou qui sont diabétiques chroniques. Ils ont le même problème et ça, je suis tout à fait d'accord. Il faut différencier les contrats santé de la prévoyance et des prêts. Parce que les prêts, les questionnaires, effectivement, ils sont envoyés à une cellule confidentielle où il n'y a que des médecins dedans et qui évaluent le risque. Les prévoyances, effectivement, je crois qu'elles sont supposées pouvoir faire un état de santé au moment où on souscrit la prévoyance. Enfin, normalement. En tout cas, le contrat santé, si c'est un contrat solidaire et responsable, ils n'ont pas le droit d'établir un contrat sur la base de l'état de santé du patient. Et d'ailleurs, ils sont défiscalisés à hauteur de 13,27% au lieu de 20%. Et c'est bien ce qui leur pose problème aujourd'hui aux OCAM, c'est que s'il y a un contrat de santé, si c'est basé sur l'état de santé, parce que c'est sous réserve de ne pas recueillir les données de santé, c'est un article de loi que je peux retrouver, je ne l'ai plus en tête là sur ce coup-là, mais la Sécu, enfin l'État voulait les refiscaliser et leur permettre éventuellement d'avoir accès aux données de santé. Donc c'est une grosse bataille, et le dernier projet de loi qui est en cause, là, qui vient de sortir, qui n'est pas encore passé, qui vient de sauter puisque le gouvernement a sauté, c'est de leur donner accès à tout. C'est ce que je disais ce matin. Mais pour autant, il y a quand même la CNIL qui doit être... nous, ça fait 15 ans qu'on se bagarre avec eux, nous les opticiens, parce que nous, ils gardent en otage les remboursements tant qu'ils n'ont pas eu les données de santé. Et évidemment, quand la personne achète une paire de lunettes, elle veut être remboursée. Et donc, c'est une grosse bagarre. Nous, c'est plainte sur plainte. Hein. J'ai déposé 25 plaintes à la CNIL l'année dernière contre les complémentaires. Mais normalement, le contrat solidaire et responsable, ils n'ont pas le droit d'avoir ça. Donc, ça dépend du statut... Ça dépend du statut de ce que vous faites. Et tout à l'heure, quand vous disiez c'est la loi, moi, les fabricants, les opticiens aussi, hein, et les mutuelles, n'en ont rien à foutre. Ils envoient les bons de livraison avec les corrections nominatives tant que la vente se fait. Et pour ne pas perdre des parts de marché, c'est dans les conventions réseau. Donc voilà. Donc il y a la loi. C'est pour ça que je vous disais, il y a la loi et il y a ce qu'on en fait. Après, c'est là où le système judiciaire doit faire la chose. Après, il n'en fera pas le monde, hein. Malheureusement, il est là. Effectivement, tu as raison de séparer la prévoyance, effectivement, de la complémentaire. La complémentaire, c'est autre chose. Mais après, c'est une relation privée, les assureurs gèrent ce qu'ils veulent. On va devoir clôturer, parce que là, c'est vrai que c'est un sujet qui est un peu lourd. Je voudrais remercier déjà tous les intervenants qui sont venus. Elisabeth, là, qui commence à mieux marcher, ça c'est bien. Boité il n'y a pas très longtemps. Pierre, qui a fait effectivement le modérateur à distance. Jean-Paul, comme d'habitude. Et puis toutes les équipes du SNOF. Et puis, vous remercier d'être resté jusqu'au bout. Et en fait, le SNOF a toujours besoin de vous, parce qu'en fait, finalement, on voit que tout ça, ça coûte cher. Le logiciel, en conseil d'administration, on fera probablement augmenter les dépenses de budget, puisqu'on va l'amortir probablement sur quelques années, ce nouveau logiciel, pour qu'il soit totalement opérationnel, qu'il sera là. Donc, c'est vrai qu'on a besoin de vous tout le temps, parce que c'est à peu près la seule chose pour porter des sujets. Je crois qu'on a essayé d'avoir tous les acteurs importants autour de nous, avec, effectivement, on échange assez facilement avec tout le monde, et c'est plutôt une bonne chose. Et remercier, effectivement, le jury pour Doctolib,
parce que c'est un acteur qui est, comme toujours, hein, sont devant, donc souvent ils prennent les coups, ce genre de choses. Savoir qu'on travaille énormément avec eux sur tout ce qui est référencement de rendez-vous, de ce genre de choses, parce que c'est vrai que c'est pas simple. Et de la même façon, en fait, ils ne sont pas régulateurs, donc on a de gros sujets avec les opticiens, on a des sujets avec les orthoptistes, on a des sujets avec la caisse, on a des sujets parfois avec les complémentaires, on a des sujets également avec les sites de plateformes de rendez-vous. Et aujourd'hui, on a un gros acteur pour essayer, effectivement, quand on va chercher un ophtalmo, on tombe sur un ophtalmo, sur tous ces sujets-là de détournement. On a parfois eu des discussions un peu tendues avec ton successeur, parce que c'est vrai que c'était parfois... Prédécesseur, pardon, excuse-moi, il n'est pas grave. Prédécesseur, effectivement, parce qu'on avait parfois un sujet, par exemple, Doctolib était souvent détourné, effectivement, pour les centres de santé. Et c'est pas simple d'aller faire appliquer la loi. Et, bon, ils le savent, hein, sachez qu'on travaille. N'hésitez pas à nous remonter l'information, parce qu'on est en interface directe, et c'est la chance qu'on a. Et quand vous avez des choses qui vous paraissent pas normales, effectivement, de leur côté, ils essayent d'assainir les choses pour que le patient tombe au bon endroit, et ça, c'est très important pour nous. Voilà. Et si vous avez d'autres choses, et le topo de Jean-Paul, j'en suis désolé, vous l'aurez sur la ROF, sur tout ce qui est contrôle, ce genre de choses en pratique, parce qu'on va quand même vous libérer. Et je vous remercie une dernière fois. Merci. Je t'en prie. Merci beaucoup. Merci Olivier.